Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble plein de petites notions qu'il faudra mettre bout à bout à la fin pour qu'on puisse comprendre comment bouge le prix. Mais avant ça, les membres de mon Telegram ont voté oui pour que je t'explique ce que c'est des kill zones et plus globalement les différentes sessions que l'on peut retrouver sur le marché. Voyons ensemble les différentes sessions que l'on va retrouver sur le marché. Il y en a 4 au total. Donc admettons que tu te situes en France, tu es donc sur l'horaire GMT plus 1. Tu as le marché de Londres qui va commencer à 9h et qui va se terminer à 18h, heure française. Pendant ce temps, il y aura l'ouverture de la session US qui, elle, va démarrer vers 13h et va se terminer à 22h. Et donc vers la fin de la session US, va ouvrir à 21h la session Asie, donc avec Sydney, pour venir se clôturer vers 6h du matin. Et en parallèle, on aura donc également la session côté Japon avec la bourse de Tokyo qui va donc ouvrir à 1h du matin, heure française, et qui se clôturera vers 10h, heure française. Donc ce qu'on va appeler les kill zones, c'est tout simplement les ouvertures de chacun de ces différents marchés. Donc tu auras une kill zone entre 9h et 10h, tu auras une kill zone entre 13h et 14h, une autre vers 21h jusqu'à 22h, et celle de la nuit sera entre 1h et 2h du matin. Alors petite précision, il faudra faire attention parce que des fois il y a un petit décalage d'une heure selon si on est en heure d'été ou en heure d'hiver. N'oublie pas également que les marchés traditionnels tels que la bourse, le forex sont fermés le samedi et dimanche, donc le week-end, tandis que pour nous, le marché crypto-monnaie, lui, est ouvert 24h sur 24, 7 jours sur 7. Pendant les kill zones, donc en début et fermeture des marchés financiers, c'est là où il y aura le plus de volatilité et de liquidité à aller chercher. Pendant les heures de kill zone, c'est là où on va retrouver les grosses institutions, et donc tu as tout intérêt à suivre leurs mouvements et être dans le bon sens. Si jamais tu es un trader forex ou que tu souhaites te lancer sur le forex, n'hésite pas à bien catégoriser tes différentes paires selon la session dans laquelle tu trades. Pendant la Zen Session, il va falloir privilégier les paires contre AUD, le NZD ou encore le JPY. Si tu trades pendant la période européenne, donc celle de Londres, à partir de 8h du matin, dans ce cas-là, on va plutôt aller se tourner vers des paires telles que l'euro et également le GBP. Et enfin, l'ouverture du marché US, dans ce cas-là, tu pourras te tourner vers les paires telles que CAD et USD. C'était la petite parenthèse Forex, maintenant voyons sur la paire du Bitcoin par exemple, les différentes sessions et leur impact. Donc tous les petits carrés bleus sont tout simplement la Zen Session, donc elle démarre vers minuit et va se clôturer vers 8h du matin. Évidemment, durant cette période, il y a une kill zone qui est donc celle de l'ouverture du marché Tokyo, qui va se dérouler entre minuit et 2h du matin. Généralement, cette kill zone, comme son nom l'indique, va venir vraiment détruire le marché pendant la nuit. Je m'explique, et je pense que ça se voit graphiquement, on a toujours dès l'ouverture une grosse chute du marché. Ensuite, pendant toute la période des 2h jusqu'à 8h du matin, c'est relativement assez calme, on essaye de remonter justement cette pente. Et à partir de 9h, on va avoir du coup la manipulation au niveau du marché londonien. Donc c'est tout ce qui va être ici et que je vais entourer d'une autre couleur, donc en vert par exemple. Qu'est-ce que fait le marché londonien? En fait, ils vont essayer de contrer la Zen Session et donc faire une petite manipulation à l'envers de ce qu'a pu faire l'Asie. Donc dans notre premier cas, l'Asie nous a dessiné quelque chose de très bearish, il y a eu manipulation par le marché londonien, et ensuite on va avoir vers 14h, 14h30 la kill zone qui est du coup consacrée à celle de l'US. Et donc durant toute la session US, on va devoir prendre une direction qui va être donnée par une impulsion. Donc en l'occurrence ici, on a choisi une impulsion baissière, et généralement tu verras que
on va toujours en fait à l'encontre de la session londonienne. Donc si je résume sur le marché crypto, dans mon cas, on a toujours une Asie session qui est vraiment destructrice, et ensuite on va venir essayer de manipuler le marché, essayer de prendre des liquidités en haut ou en bas, selon la direction qu'aura pris l'Asie, et après on aura donc le contraire avec le marché US. Dans les épisodes précédents, j'ai pu évoquer tout ce qui était les différentes phases dans un marché. Donc, soit ça monte, soit ça descend, soit on stagne, ce qu'on appelle ranger. Maintenant, on va voir ce que réellement ça signifie monter, descendre sur un graphique ou tout simplement ranger. Donc, on considère un mouvement haussier dès lors où on a des creux ascendants et des sommets ascendants. Donc, par exemple, ici, j'ai bien deux creux qui se suivent et qui sont ascendants, donc qui montent. Ainsi que, donc ici, j'ai deux sommets qui sont eux-mêmes ascendants. Donc je suis dans une dynamique haussière. A contrario, juste avant, j'étais dans une dynamique baissière puisque j'ai des sommets ici et des creux de plus en plus bas. Et donc tu l'auras deviné, une phase de range, c'est tout simplement une phase où justement il n'y a pas de creux et des sommets ascendants ou des creux et des sommets descendants. Donc là par exemple, j'ai des creux qui sont à peu près tous équivalents, j'ai des sommets qui sont à peu près également tous équivalents, et donc je suis borné, je suis donc dans une phase de transition. Une phase de transition qui à la fin prendra une direction. Et c'est donc à ce moment-là qu'il va falloir commencer à regarder quelle direction on va prendre, voir si c'est pas un fake out, qui veut dire tout simplement que on vient en fait vous chercher, vous indiquer une direction, et en réalité on vient juste prendre vos liquidités pour pouvoir ensuite repartir à la hausse. À la hausse, enfin dans le sens contraire du mouvement. Et donc à quel moment on peut voir si on change de phase ou pas? Eh bien par exemple ici je suis toujours baissière, et à un moment donné, je vais venir changer de tendance ou aller dans une phase de range. Donc là, en l'occurrence, ici, eh bien, on est tout simplement en train de ranger. Pourquoi? Parce que le prix était en forte chute et d'un coup, il se calme. Par contre, il ne repart pas tout de suite à la hausse. Donc ici, à partir du moment où j'ai un creux qui va être plus haut que le précédent, eh bien, je vais indiquer un moment de retournement. Ici, je viens valider un sommet qui est plus haut que le précédent, donc je me mets dans une directive, dans un biais qui est haussier, jusqu'à ce que finalement, je crée en fait un creux qui est plus bas que le précédent, et en fait, je fais du yo-yo entre tout simplement les bornes que je suis en train de mettre en place. Voilà. Donc à toi de bien indiquer sur ton graphique les différents creux et sommets que tu visualises. Donc là, dans cet exemple, en 15 minutes, je t'ai tracé tous les différents creux et sommets. Et donc petite astuce, si je m'amuse à relier tous mes points et que je viens cacher mon graphique, eh bien je retrouve en fait ma structure. Et si c'est plus facile pour toi, en fait tout simplement ça c'est le mode ligne de ton graphique, donc si c'est plus facile pour toi de repérer des creux et des sommets, passe en mode ligne, il n'y a pas de souci. Par contre après l'analyse, toutes les autres analyses vont se faire en mode bougie. Mais ici dans notre exemple, on va dire théorique, on voit très bien que on arrive à pousser le prix et à un moment donné, on va inverser notre tendance. Donc à quel moment je repasse bearish, donc tendance baissière, ça veut dire que je fais des creux ou des sommets de plus en plus bas, et donc c'est bien sur cassure de l'ancien creux ici que je commence à fléchir, et ensuite je dois effectivement attendre un rebond pour bien confirmer que ici je vais être baissier. Et donc ce phénomène de changement de tendance, c'est ce qu'on va plus communément appeler un chosh. Et pour finir, on a, je rappelle, la notion de la fractalité qui est très importante lorsque tu veux analyser un graphique complètement. Là, je suis en vue 15 minutes, donc comme tu as pu le voir, on a des dynamiques haussières ou des dynamiques baissières. Mais ces dynamiques-là,
comme j'ai pu le dire précédemment dans d'autres vidéos, grâce à la notion de la fractalité, en réalité, on évolue sous une autre tendance qui va être en plus haute time frame. Donc si je m'amuse à identifier les plus grands sommets et les plus grands creux, et que je m'amuse à relier les différents points, eh bien cette structure qu'on appelle des structures externes, des structures en HTF, va correspondre tout simplement à la vue 4 heures. Et donc qu'est-ce qu'on observe par exemple sur un mouvement qui est descendant en 4 heures? Eh bien en 15 minutes, donc dans ma plus petite time frame, eh bien je peux très bien avoir des mouvements en sens contraire. Donc tout est une question de perception et de time frame. Choisis bien tes HTF, dans quel time frame tu souhaites commencer ton analyse, et ensuite tu vas pouvoir affiner et descendre en plus petite time frame. Et ce n'est pas parce que tu es dans une descente par exemple en vue 4 heures qu'il faut absolument chercher des shorts quand tu descendras en plus petite TF. Il faudra juste tout simplement te rappeler que oui, tu évolues en LTF dans le sens contraire, et que par conséquent, je ne vais pas chercher non plus à faire d'énormes performances, puisque je sais que le biais général, le biais global de mon actif est dans mon sens contraire. Maintenant, nous allons voir comment tracer une résistance et un support. Pour pouvoir tracer une ligne de résistance, il te faudra 2 bougies. Une première qui va être verte, et qui sera suivie d'une deuxième bougie de type englobante. Donc ici, j'ai bien une bougie verte suivie d'une englobante rouge. Je vais donc pouvoir positionner une ligne comme ceci. Donc ici, je t'en ai tracé plusieurs et tu pourras remarquer si tu passes en mode ligne que ça correspond à des sommets. On va faire exactement la même chose pour trouver des lignes support. On aura donc une bougie rouge cette fois-ci, suivie d'une englobante verte. Comme dans cet exemple. Je vais donc pouvoir tracer sur le corps des bougies une ligne support. Qu'est-ce que ça signifie une ligne support? Ça veut tout simplement dire que le prix a été défendu par des acheteurs et à contrario, une ligne de résistance, c'est tout simplement un prix qui a été défendu par des vendeurs. Évidemment, si la ligne support est cassée, ça voudra dire que les vendeurs ont la main sur le prix. Et à contrario, si les résistances sont break, ça veut dire que les acheteurs ont la main. Donc ça, c'était juste pour te montrer rapidement comment on trace théoriquement nos lignes support et les lignes résistance. Donc comme on l'a vu précédemment, nous sommes actuellement dans un range. Le but du jeu va être de bien positionner ton support et ta résistance. Donc il y a une méthode un peu bébé mais qui fonctionne relativement bien pour les débutants. C'est tout simplement de tracer une ligne horizontale sur ton graphique et d'abaisser jusqu'à faire coïncider un maximum de sommets à peu près équivalents. Et donc ici, j'ai bien un sommet, 2 sommets, 3 sommets à peu près équivalents. Si tu les vois pas, tu peux passer en mode ligne. Mais encore une fois, le plus gros de tes analyses graphiques se font uniquement en mode bougie. Donc prends déjà l'habitude de bien repérer tes sommets et tes creux en mode bougie. On va faire le même exercice sur la ligne support. On va mettre une ligne support tout en dessous et puis on va remonter tout en visualisant jusqu'où on a à peu près des creux équivalents. Et donc ici, j'ai 2 creux équivalents. Voilà, maintenant je sais entre quel prix je suis borné. Alors ça, c'est uniquement une ligne de prix. Maintenant, voyons les zones de résistance et les zones support. On va refaire le même exercice et à ce moment-là, on va s'arrêter un peu plus bas pour voir si on n'a pas d'autres sommets équivalents. Donc si je m'arrête ici, j'ai bien 1, 2, 3 sommets à peu près équivalents. Donc cette résistance-là est beaucoup plus petite que la résistance, on va dire, principale qui se situe ici. Et donc entre cette première résistance et la plus haute, on a donc ici une zone de résistance. Je fais pareil en mettant un deuxième support. J'ai bien différents creux à peu près équivalents. Et donc, j'ai une zone support entre mes 2 bornes. Et enfin, dernière chose à savoir sur une résistance ou un support, c'est le mot break. Donc, venir casser un support, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que j'ai bien un corps de bougie qui traverse l'entièreté de ma zone support ou ma ligne support.
Donc en l'occurrence ici, dès lors où j'ai le corps de bougie qui termine en dessous de ma ligne support, je considère que cette bougie-là est bien la cassure de mon support. Attention, parce que des fois, on peut très bien avoir une cassure d'un support, par exemple, ce qui signifie que après on devrait commencer à chuter, mais des fois, on peut très bien avoir une cassure et la bougie d'après avoir une réintégration de notre range. C'est ce qu'on va plus communément appeler de la chasse à la liquidité. Ce qui dans notre cas aurait pu très bien fonctionner, puisque si on avait eu une bougie verte tout de suite après, on serait juste venu prendre la liquidité ici. C'est pourquoi il faut bien attendre d'avoir un rebond sur notre support ou résistance et ensuite bien continuer notre tendance baissière qui maintenant tu le sais est composée de creux et de sommets descendants. Fin de la vidéo, si jamais tu as encore quelques questions, n'hésite pas à l'écrire directement en commentaire ou à m'envoyer un message sur mes différents réseaux sociaux. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!